Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour d'Italie de ce Giro 2022. On va revenir sur ce contre-la-montre du côté de Budapest avec cette arrivée en bosse. C'était à peu près 10 km, une petite montée en bosse. Contre-la-montre qui était très intéressant, on reviendra là-dessus. On reviendra sur les sondages que je vous avais, les questions que je vous avais posées hier et ce matin. Et puis on fera top flop, on fera un petit point classement général, parce qu'il y a eu pas mal de changements et qu'on va pouvoir en savoir plus au niveau des leaders. Et puis petite vidéo tranquillou. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé de certains coureurs. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des Français. Notamment, et puis si j'ai pas parlé de tel ou tel coureur, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires, on peut en discuter. Ensuite, derrière la vidéo, je suis obligé de faire des choix éditoriaux. Là, j'ai déjà mis 4 flops, contrairement à d'habitude, j'ai mis pas mal de bleus, et puis on reviendra là-dessus. Quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien, 1250, même plus que 1250, je crois qu'on est à quasiment 1260. N'hésitez pas également à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment les vidéos cyclisme, sport mécanique également. Et puis surtout, comme ça, vous aidez l'algorithme YouTube à me mettre en avant. Et je vous en remercie. Parce que plus vous cliquez rapidement sur une vidéo, plus l'algorithme YouTube aime. Voilà. Bon, on commence tout de suite cette vidéo. Contre-la-montre. Contre-la-montre qui est un peu surprenant envers certains résultats. Il y a le Yates, j'avais complètement oublié, enfin il avait gagné une étape comme celle-là, il avait fait un très bon contre-la-montre une année sur une Giro avec une arrivée en bosse sur un kilométrage qui était similaire, donc je l'avais oublié. Donc c'est vrai qu'on pouvait le mettre parmi les coureurs outsiders au moins, j'aurais pu le mettre en grosse cote, parce que j'étais pas très... En fait j'ai réfléchi pendant très longtemps à ma grosse cote, et je savais pas qui mettre, et j'aurais dû mettre Yates, c'était beaucoup plus pertinent que Ludvigsen. Mais je m'attendais pas à ce que les spécialistes du chrono soient autant en difficulté, notamment Almeida, on y reviendra, mais bon, je m'attendais à ce qu'ils arrivent quand même à faire un bon résultat, et pas mal de leaders du chrono en fait n'ont pas fait un très bon résultat aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est surprenant pour moi au niveau des résultats. La victoire de Yates, donc comme j'ai dit, je l'avais oublié, et puis Van Der Poel garde le maillot. C'est pas une surprise c'est pas une surprise pour moi, par contre, que Van Der Poel garde le maillot. Je le voyais garder le maillot. Je le voyais pas gagner le contre-la-montre, mais je le voyais très bien être dans le top 8, top 5, top 8, à une dizaine de secondes de la victoire, moi je pensais. Et je pensais qu'on aurait un top 10 beaucoup plus compressé. Mais je me t'ai dit, voilà, une dizaine de secondes. Moi, j'étais inquiet que par Bilbao et Kelderman. Et au final, c'est pas ceux qui ont fait les meilleurs chronos. Et puis, donc, Van Der Poel garde le maillot. Il peut le garder jusqu'à l'Etna, après l'Etna. C'est pas non plus la montée la plus dure au monde. Hein. Donc, pourquoi pas faire un très bon résultat du côté de l'Etna. C'est long, mais c'est pas non plus des gros pourcentages, hein, l'Etna. Donc, après, il faudra voir du côté de Van Der Poel. On regarde les questions que je vous avais posées hier. Je vous avais posé 2 questions. La première, hop là, que j'y retourne, c'était le temps que perdrait Romain Bardet, que vous pensiez que Romain Bardet allait perdre. Je vous avais mis moins de 30 secondes, il y avait 25% qui pensaient que c'était cette réponse-là. Entre 30 et 45 secondes, 45%. C'était plutôt ce que j'envisageais pour moi, aux alentours de 35 secondes de perte. J'avais calculé en sachant qu'il roule quand même un peu mieux qu'avant. Je m'étais dit, bon, 35, ça serait un contre-la-montre honorable. Il a fait beaucoup mieux que ça. 45 secondes et 1 minute, vous étiez 20% à penser ça, et plus d'une minute, 10%. Donc au final, 25% ont eu la bonne réponse. On va dire s'il y a une bonne réponse dans l'affaire. Puis parmi mes pronostics pour l'étape 2, vous choisissez Tom Dumoulin, vous étiez 25% à choisir Dumoulin, 14% à choisir Affini, 33% à choisir Almeida, 2% à choisir Ludvigsen et 26% à choisir aucun de ces coureurs-là, à avoir comme idée un autre coureur, comme quoi Almeida était le leader dans vos pronostics, et ça n'a pas marché pour Joao Almeida. Moi j'avais plutôt mis Dumoulin comme mon favori de l'étape. Bon, il finit deuxième à 5 secondes, mais il est tombé sur du grand Simon Yates. On passe tout de suite au bilan des Bleus.
Du côté du bilan des Bleus, j'ai mis en premier Romain Bardet. Pourquoi Romain Bardet? Parce que très très bonne journée de Romain Bardet. 14e du contre-la-montre aujourd'hui. 35 secondes. Oui, oui, non, 35 secondes au général. Pardon. Je me suis gouré de cap. Je me disais, non, j'ai dit une connerie. 17e du contre-la-montre, pardon, à 24 secondes aujourd'hui. J'étais sur le classement général. Bah, c'est un très bon résultat, c'est un très très bon résultat. Hein. De toute manière, moi, à partir du moment où il perdait moins de 30 secondes, pour moi, c'est un très bon résultat pour Romain Bardet. Ce qui, si on calcule, on va dire, de manière similaire, si on calcule, ça devrait faire du 1,10 ou du 1,15 sur un Simon Yates en grande forme du côté de Vérone. Parce que Vérone, c'est 17 km. Donc ça fait 1,40, 1,50 à aller chercher en montagne. Sur un Simon Yates, hein. C'est pas infaisable. Il fait un meilleur chrono que Carapaz. Il fait un meilleur chrono que même un Alex Dosset, par exemple, plutôt bon dans le chrono, que Landa. Il avait déjà fait ça, je crois, l'année dernière à Turin. Je crois qu'il était aussi mieux que Landa. Meilleur chrono que Pozzo Vivo, que Hugh Carty, que James Knox, que Valverde, que Miguel André Lopez, que Ciccone, que Guillaume Martin. Non, c'est vraiment un bon chrono. Hein. Ceux qui ont fait mieux que Romain Bardet, c'est Richie Porte-Sivakov qui sont à 22 secondes, Mollema à 21 secondes, qui est quand même un petit peu une surprise. Et puis Nibali. Qui fait un très grand chrono. Hein. Kelderman, on s'attendait à ce que ça soit mieux. Almeida, on s'attendait à ce que ça soit mieux aussi. Donc non, il s'en sort très très bien. Et par rapport aux purs grimpeurs, c'est l'un des purs grimpeurs qui s'en sort le mieux. Vraiment, Romain Bardet, donc très très beau chrono de la part du Français. Ça confirme que les jambes sont bonnes. Ça confirme que les jambes sont toujours bonnes parce que parfois, ce qu'on a vu le cas avec Simon Yates, un Tour des Alpes, Tour d'Italie, l'enchaînement n'est pas toujours facile, il y a quand même 2 semaines de pause, mais ça montre que les jambes sont toujours bonnes et qu'il fait partie des favoris pour le podium. Cette année, Romain Bardet, voilà, quand tu perds aussi peu de temps sur le chrono alors que ce n'est pas ta spécialité, forcément c'est très intéressant. Et puis encore une fois, du côté de Vérone, ça veut dire qu'il perdra pas beaucoup de temps, quoi. Il perd une 10, une 15 à Vérone, en roulant de la même manière. Oui, encore une fois, ça veut dire qu'il va falloir aller chercher une 40, on va dire, en montagne. Une 40, une 50 en montagne. C'est bien inférieur à ce qu'on pouvait s'attendre. Moi, je m'attendais plutôt à ce que ça soit entre 2,15 et 2,30. Mais là, il a roulé beaucoup mieux que à quoi je m'attendais. Donc, non, chapeau Romain. Vraiment, ça confirme tout ce qu'il fait depuis le début de saison, et même, je dirais, depuis le Tour de Burgos l'année dernière. S'il n'était pas tombé sur la Vuelta, il aurait pu faire peut-être aussi bien sur la Vuelta l'année dernière, donc ça confirme tout ce qu'on voit en lui depuis je dirais, quelques temps, et depuis ce retour sur le Giro l'année dernière. Je vais me brancher, parce que sinon on va avoir un petit problème peut-être dans 10 secondes. Je continue avec Sivakov. Meilleur français du jour, Pavel Sivakov, ce qui n'est pas une surprise. Il fait 22 secondes dans les temps de Richie Porte. Ça montre que Pavel Sivakov aussi sera un élément important de l'équipe Ineos. Il sera un atout pour Carapaz. Il fait un bon contre-la-montre, Pavel Sivakov. C'est dommage, c'est qu'hier il avait perdu un peu de temps, je crois me rappeler. Sivakov, oui, parce qu'il est à 48 secondes au général. Mais là, vraiment, un très bon chrono. Ça montre que les jambes sont là. Donc hier, il avait un rôle plus d'équipier. Mais il va être un atout important pour Carapaz et Ineos. Pour 6v9, ça va de mieux en mieux pour moi. Et vraiment, là aussi, un bon contre-la-montre. Il y avait des bonnes jambes. Pourquoi pas, du côté de Vérone, aller chercher une étape. À Vérone, il y aura peut-être beaucoup d'abandon sur ce Giro. Un Sivakov, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, solide, Pavel. Vraiment un contre-la-montre intéressant de la part du Français. Plus-moins, Guillaume Martin. Pourquoi plus-moins ? En fait, c'est parce qu'il est loin. Au général, il est déjà à plus d'une minute. Bon, vous allez me dire, c'est un peu beaucoup au bout de 2 jours de course. Sauf qu'il perd beaucoup de temps hier, 19 secondes, parce que pris dans des cassures. Par contre, aujourd'hui, sur le chrono, il perd que 45 secondes.
moi je m'attendais à ce qu'il perde au moins la minute aujourd'hui, Guillaume Martin, parce que c'est vraiment pas sa spécialité le contre-la-montre. Il fait quand même mieux que certains coureurs. Alors, pour moi, c'est le coureur qui joue le général qui est le moins bon sur le contre-la-montre. Guillaume Martin, il fait mieux que Wout Poels. Donc il joue pas vraiment le général, Wout Poels. Mais il fait mieux non, il fait pas mieux que Wout Poels, pardon. J'ai dit une connerie. Il fait mieux que Juan Pedro Lopez, donc l'espagnol de la Trek. Il fait mieux que Ciccone. Il fait mieux qu'Attila Walter. On va dire Walter, est-ce qu'il jouera le général? Ça, c'est la grande question. Il fait mieux que Félix Gall. Il fait mieux également que Dombrowski et d'autres, que les coureurs de la Movistar aussi. Et surtout, il est pas très loin, Guillaume Martin, il est donc 45 secondes. Il est à moins de 10 secondes d'un coureur comme Hugh Carty, d'un coureur comme James Knox, de Valverde. Il est qu'à 4 secondes de Valverde. Il est à 5 secondes, à 10 secondes d'un Formolo. Et au final, il est à 10 secondes d'un Landa, de ces coureurs-là, 10-12 secondes. Il est à 15 secondes d'un Carapaz, un peu plus de 15 secondes d'un Carapaz. C'est plutôt très bien. Très bien, pour vous dire, pour Guillaume Martin, ça fait moins d'une seconde, ça fait moins de 1 minute par tranche de 10 km. Or, c'est plutôt ce qu'il perd, voire un peu plus sur les contre-la-montre, Guillaume Martin. Donc, il a vraiment fait une belle performance aujourd'hui, le coureur français. Après, c'est dommage qu'il ait déjà perdu un petit peu de temps la veille parce qu'il se retrouve à la minute. Or, s'il avait été dans le premier groupe ou dans le deuxième groupe, il serait plutôt à 50 secondes. Donc voilà, il y a 10 secondes, on va dire, un peu de perdu en trop hier. C'est dommage pour Guillaume Martin, mais ça montre également que les jambes sont là. Hier aussi, il revenait d'un stage, il n'avait pas couru depuis son stage à part Liège. Donc, parfois, c'est un peu compliqué de remettre en route après un stage. Donc là, voilà, peut-être que les jambes sont bien maintenant de nouveau en route. Et puis, du côté de l'Etna, je pense qu'on pourra le voir, peut-être Guillaume Martin, parce qu'il a été quand même en stage là-haut, donc il connaît très bien la montée. Parmi les flops du jour, j'ai mis Attila Walter, l'Hongrois à domicile. Oui, il se prend quand même 51 secondes aujourd'hui, Attila Walter. Après, quand tu vois l'effectif qu'il y a autour du Hongrois, tu te dis que ça va être quand même compliqué pour jouer le général. Je ne sais pas quelle est la stratégie pour la Groupama, mais c'est pas la meilleure stratégie pour renouveler un contrat. Ça, c'est clair et net pour Attila Walter, qui est en fin de contrat pour ceux qui ne le sauraient pas. Et 51 secondes de perdu aujourd'hui. Après, il y a peut-être l'objectif d'aller chercher des victoires d'étape. Et dans ce cas-là, faut mieux perdre du temps maintenant. Peut-être pas faire les courses à fond et puis jouer la gagne en troisième semaine. En deuxième, troisième semaine quand il aura perdu de temps, et puis pourquoi pas jouer un classement de la montagne. Mais à 51 secondes, oui, ça fait un peu beaucoup pour le coureur hongrois, c'est clair et net aujourd'hui. Et puis Félix Gall, la minute pour Félix Gall. Là aussi, dans l'objectif maillot blanc, c'est pas l'idéal pour le coureur autrichien. Le chrono, c'est pas sa spécialité, très clairement, mais ça fait déjà un petit écart pour Félix. Je l'ai perdu dans mon classement, Félix Gall, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas, mais là c'est Gamper. Oui, je dois être trop loin, mais j'ai perdu. Félix Gall, 101ème. Voilà, 58 secondes aujourd'hui de perdu. Il est dans le temps de Bourman ou d'un Ben Swift ou d'un Nico Dens, le coureur autrichien. Et par rapport au maillot blanc, ça le fait reculer 14e et à 45 secondes d'un Sobrero, qui est le nouveau porteur du maillot blanc. Par contre, il imite bien la casse, on va dire, vu qu'il c'est un peu plus raisonnable l'écart. Il y a 40 secondes par rapport à un Tobias Foss ou par rapport à un Mauro Schmidt. Donc ça, c'est un peu plus intéressant. Mais voilà, il a perdu un petit peu de temps aujourd'hui pour le maillot blanc. Le coureur autrichien, on a enfin trouvé un défaut à Félix Gall, qui depuis 3 semaines, 4 semaines, m'impressionne quand même un petit peu par son talent. Et puis il est quand même devant Juan Pedro Lopez ou devant Interrada au classement général. Donc là aussi c'est intéressant pour le classement des meilleurs jeunes, car les deux concourent dans la catégorie des meilleurs jeunes. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top, Simon Yates, bien entendu. Alors comme je vous l'avais dit, j'avais oublié sa victoire sur le Giro. Je crois que c'était une victoire,
Tac, 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 c'était donc 2018, je pense, le chrono qu'il avait fait sur le Giro. Et non, c'était pas 2018. Alors je ne sais plus c'était quelle année où il avait sorti un énorme prologue. Ah bah c'était Madonna di San Luca où il avait fini deuxième. Bologne, Madonna di San Luca, 8 km. C'était en 2019, voilà, où il n'avait pas fait un grand Giro derrière. Mais il était vraiment très bien après les deux chronos. L'année du chrono de Vérone, qui ressemble. C'est le même chrono que cette année. Je vous dis un indice sur l'étape qu'on regardera le dernier jour. Du côté de la catégorie histoire de mes vidéos. Mais il avait déjà été très bon ce jour-là parce que il avait fini derrière Roglic, à 19 secondes de Roglic. Mais bon, Roglic qui était un petit peu au-dessus du lot. Mais il avait fini devant un Nibali, devant un Miguel André Lopez, devant un Gegenhardt. Donc il avait été très bon ce jour-là. Simon Yates, et c'est vrai que je l'ai complètement oublié que Simon Yates n'était pas mauvais dans ce type de chrono. Bonne nouvelle aussi, c'est qu'au général, il prend la tête, on va dire, derrière Van Der Poel, hein, la tête, on va dire, de ceux qui peuvent jouer le leadership. Il a peut-être aussi été bien aidé par les temps intermédiaires de Sobrero, qui est passé devant lui. Sobrero qui avait déjà été meilleur temps au moment de son passage sur la ligne d'arrivée. Et puis, il fait la bonne opération du jour parce que Yates, on ne s'attendait pas à ce que Yates, au bout de 2 jours de course, ait 5 secondes d'avance sur Dumoulin, mais qu'il ait 20 secondes d'avance sur Almeida. Et ça, c'est la bonne opération du jour. Le temps qu'il a pris aujourd'hui n'est plus à prendre sur ses adversaires. Donc, c'est toujours bien. Ça montre aussi que Simon Yates, il est en forme. Et comme je vous en avais parlé lors de ma présentation des grimpeurs, je vous avais dit, Simon Yates, moi je pense que son plantage sur le Tour des Asturies. Alors on m'a dit qu'il était peut-être tombé, mais j'ai pas vu de chute de Yates sur l'étape numéro 2 du Tour des Asturies, mais moi j'avais vu qu'un résumé. Donc moi j'avais pas vu de chute à ce moment-là. Bon, peut-être qu'ils ne l'ont pas montré dans leur résumé. Peut-être que c'était avant la diffusion des images. Vous savez, des fois les motos peuvent pas être partout. Mais Yates, moi j'ai pensé que son craquage ce jour-là, il était surtout dû au fait que sa forme était en cours de consolidation, qu'elle serait consolidée peut-être en milieu de deuxième semaine. Non, elle est déjà consolidée là, mais je pense qu'il est capable cette année de faire les 3 semaines, Yates. Il en est plus capable que d'autres années où il avait dominé avant le Giro, et puis au moment du Giro, il était nulle part. Je trouve que sa contre-performance hors de cette étape 2, ce craquage hors de cette étape numéro 2, est presque rassurant pour Yates par rapport à son vécu, par rapport à son passé et par rapport à ce qu'il peut faire cette année sur le Giro. Et je rappelle que le Giro, cette année, il est très ouvert. Yates, il peut aussi être bien classé au général. Yates, dans un grand jour, il est meilleur que Carapaz. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être un peu trop oublié Yates. Moi, le seul problème que j'ai au niveau de Yates, c'est l'équipe autour de lui. Voilà. Mais Sobrero est en forme, par exemple, quand on regarde du côté de la Bike Exchange. Si on regarde les autres coureurs de la Bike Exchange, un petit peu ce qu'ils ont fait. Bon, Sobrero, c'est pas mal. Hamilton a fini 37e. Oui, après derrière, c'était beaucoup plus loin. Lucas Hamilton finit 25e du chrono, Craddock 31, Edburn 34. Donc oui, non, ça reste tout à fait intéressant. Mais j'ai pas le coureur qui est capable d'accompagner Yates en montagne. C'est là le problème pour moi de Simon Yates pour le moment, pour aller chercher le général. Je continue avec Van Der Poel. Deuxième jour en rose pour le coureur néerlandais qui a quand même 11 secondes d'avance sur Yates, 16 sur Dumoulin, 24 sur Sobrero. Du côté de Van Der Poel, pour moi c'était pas une surprise aujourd'hui, il a encore été très puissant. Moi je le voyais sur son vélo, la position pourrait être encore une chouille plus compacte me semble-t-il du côté de Van Der Poel, mais il a quand même des très bonnes qualités sur le contre-la-montre. Van Der Poel. Après, c'est dommage qu'il les fasse pas toujours à fond, Van Der Poel, les chronos. Il y a certains chronos, des fois, il les fait un peu par-dessus la jambe. Parce que pour moi, il a les qualités pour faire des bons chronos, comme Van Aert. Voilà, ils ont des qualités de puissance qui sont similaires. Pour être encore un petit peu plus bas, je pense. Encore un petit peu plus aéro. Mais là, aujourd'hui, c'était un contre-la-montre qui... Alors, je m'attendais quand même pas à ce qu'il finisse qu'à 3 secondes de Yates et devant Dumoulin,
Moi, je m'attendais à ce qu'il soit derrière Dumoulin. Mais le final lui convenait. Ça reste dernier kilomètre et demi, c'est le type de boss qu'il adore. Et puis, il s'en est très bien sorti. Hein. Il était à 5 secondes, je crois, de Yates dans la portion de plat. Donc, voilà, il a gagné que 2 secondes dans la montée. Hein. Donc, il a fait vraiment du très bon boulot avant. Et de toute manière, je crois qu'Yates, à un moment, avait le meilleur temps de montée. C'était le seul qui était en dessous des 2,20, je crois. Je crois ce qu'a dit Guillaume Di Grazia sur Eurosport. Mais Van Der Poel a été très bon aujourd'hui. Il s'est battu. Mais moi, je m'attendais à ce qu'il garde le maillot rose. Mais je m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien au niveau du contre-la-montre. Donc vraiment une très belle performance de la part de Van Der Poel. Et puis bon, bah Vérone, pourquoi pas, hein, si, hein, pour un Van Der Poel, s'il n'y a plus grand monde, si Dumoulin est plus là, sur 17 km, vu ce qu'il a montré aujourd'hui, la côte de Vérone, elle n'est pas impossible à passer pour lui, ça peut être très intéressant pour le coureur néerlandais. S'il arrive frais, parce que bon, sur un contre-la-montre de troisième semaine, il faut arriver frais. Troisième et dernier coureur au top, Nibali. Et bah c'est un peu la surprise du jour, Nibali, hein, quand même. Je pense que peu de gens avaient misé sur le fait que Nibali soit à 19 secondes et que Nibali soit devant Romain Bardet, Carapaz, enfin devant Romain Bardet si, mais devant Carapaz peut-être pas. Et il colle quand même 10 secondes quasiment à Carapaz. Par exemple sur un Romain Bardet, il en colle 5. Il est qu'à 1 seconde de Almeida et de Arensman. Il est qu'à 2 secondes de Kelderman. Donc c'est vraiment un très bon contre-la-montre de Nibali, qui devient... Alors, on avait des doutes entre André Lopez et lui qui serait le leader. Bon, sur ce contre-la-montre-là, il a montré que les jambes sont là. Je pense aussi que du côté de Nibali, on parle beaucoup de coureurs qui vont prendre leur retraite, on parle de Philippe Gilbert et autres, mais je pense que Nibali, il se pose quand même vraiment les questions sur sa retraite. Et il se dit, c'est peut-être mon dernier Giro, je vais au moins finir la tête haute sur le Giro. Mais comme Valverde aura, je pense, la même envie sur la Vuelta, et du côté de Nibali, surtout que ça passe chez lui, pas très loin de chez lui aussi, Nibali, je pense qu'il a envie de montrer qu'il est en forme. Et voilà, il a envie de bien finir, au moins pour ses supporters, puis peut-être lui aussi, il a envie de bien finir aussi pour lui-même, tout simplement. Mais le passage chez Astana, le retour chez Astana, a l'air de lui faire du bien, Nibali, quand même, sur cette étape. On va voir ce que ça va donner sur la suite de la semaine. Mais du côté de Astana, ça a quand même été pas mauvais sur le chrono. C'est-à-dire qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont des bonnes jambes dans l'équipe Astana pour l'épauler en montagne. Voilà. Et puis en plus, il y a des coureurs comme Terrada et autres qui sont très bons également dans ce domaine-là. Donc ça peut être, pourquoi pas, le grand tour de Astana. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 4 bonnets d'âne aujourd'hui. Je commence avec Joao Almeida. C'est un peu la douille pour Almeida. C'est un peu la contre-perf, quoi. Hein. Aujourd'hui, il devait gagner du temps, il ne devait pas en perdre. Et il en perd 18. Alors vous allez me dire sur Yates, oui, mais sur Dumoulin, il en perd 13. Il en perd 1 seconde sur Kelderman. Il ne gagne que 6 secondes sur Romain Bardet. Il gagne 12 secondes sur Carapaz. C'est pas top pour Almeida. Moi, je vous ai dit, Almeida, depuis le début de saison, on l'a quand même pas énormément vu non plus. C'est un peu comme Kelderman. Le Paris-Nice de Almeida, il est pas bon. Hein, pour ceux qui ont vu son Paris-Nice, c'était vraiment pas dingue. Et ensuite, il y a pas eu de grand... Sur le Tour de Catalogne... Ah si, il fait 3ème sur le Tour de Catalogne. Pardon. Almeida, j'ai oublié le Tour de Catalogne, disons. Cette course m'a pas énormément marqué dans son déroulement. Mais par exemple, sur Paris-Nice, il fait 8ème, mais sans vraiment m'impressionner. Il fait que 22ème du contre-la-montre à Montluçon déjà, hein, qui avait une arrivée en bosse sur 13 km. C'est peut-être un type de contre-la-montre qu'il n'aime pas trop. Joao Almeida. Sur l'UAE Tour, il avait fait 5ème, notamment sur le contre-la-montre, il avait été pas mauvais. Mais sur le Tour de Catalogne, j'ai aucun souvenir de sa victoire. La Molina, il avait fait 5 sur l'étape de la Molina. Et
Sur l'étape de Barcelone, il est dans le groupe de tête. Il finit troisième. Mais là, c'est pas un début enfin, ce contre-la-montre là, c'est quand même un peu la déception. Parce que ça a toujours été sa force, le contre-la-montre à Almeida. Là, aujourd'hui, il n'a pas gagné grand-chose. Il a même un peu perdu sur certains. Donc, est-ce que ce sont les contre-la-montre en boss qu'il apprécie pas trop? Parce qu'on voit sur certains résultats. Ou est-ce que tout simplement, ce sont les jambes qui ne sont pas bonnes? Il faudra encore attendre un petit peu pour répondre à cette question. Mais c'est quand même pas un bon indicateur, ce contre-la-montre de la part de Joao Almeida. Ivan Sosa. Bon, bah, plus d'une minute de perdu, Sosa. Je vais essayer de le retrouver dans mon classement. Sosa. Il finit 159e à 1,23, Sosa. 10 km, hein. On rappelle, même pas 10 km, hein, 9,5 le contre-la-montre. Et bah, ça fait presque une seconde et demie sur 10 km, 1,20. C'est énorme. Ça va faire plus de 10 secondes. Un truc comme ça, hein. Parce que oui, ça doit faire à peu près 10 secondes par kilomètre, voire un peu plus. C'est énorme. Alors, j'en ai pas parlé, mais Fortunato un peu pareil non plus, hein, mais 1,22, qui déjà hier a perdu 38 secondes, donc il est quasiment à 2 minutes, Fortunato. À ce rythme-là, il va pouvoir partir en échappée très vite. Mais du côté d'Ivan Sosa, 1,23... c'est un peu la mauvaise journée pour Movistar. On ne s'attendait pas à ce qu'il fasse un chrono exceptionnel. Mais bon, au-dessus de la minute, c'est quand même un peu une contre-performance. Et puis surtout, pas de pause chez Movistar, mais Valverde finit à 44-45 secondes. Alors déjà, hier, Valverde n'avait pas été incroyable. Bon, c'était quand même techniquement les deux leaders, Sosa et Valverde. Bon, le temps perdu là, ça va être compliqué pour Sosa. Maintenant, il va falloir rattraper tout ça en montagne. Et ça fait déjà des gros écarts au niveau du général pour le coureur colombien. Donc, c'est pas une bonne nouvelle, hein. Pour Ivan Sosa, vraiment pas une bonne journée. Alors, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un grand chrono. Mais moi, je m'attendais pas à ce qu'il perde une minute. Surtout quand tu vois qu'au final, les écarts entre les différents leaders sont quand même assez réduits. Donc, c'est pas une bonne journée pour lui. Bon, il pourra se rassurer, c'est que Fortunato a fait qu'une seconde de mieux que lui sur le chrono. Fortunato, il doit être déjà à 2 minutes. On vérifiera ça tout à l'heure. Ciccone, là aussi, hein, Ciccone, on est quasiment à la minute, je crois. C'est pas bon. On est à 50 secondes, Ciccone, on n'est pas encore à la minute. Enfin, on est à la minute générale, mais 50 secondes au classement. Ciccone, il va pas avoir beaucoup. Surtout qu'il fait quand même 40 secondes de moins que Mollema. J'avais dit au début de la course, j'ai l'impression qu'on fait pas hyper confiance à Ciccone parce qu'on a mis Juan Pedro Lopez, on a mis Mollema dans ses pattes. Il y a presque 3 leaders chez Trek, quand tu regardes bien. Ciccone, il a peut-être raté sa chance l'année dernière en abandonnant 2 fois. C'est dommage parce que c'est un bon coureur, vainqueur 2 fois du classement, vainqueur 1 fois du classement de la montagne, 2 victoires sur le Tour d'Italie. Ciccone, qui a commencé à la Bardiani, qui a rejoint ensuite la Trek en 2019. Mais pour le moment, sur les grands tours, on le met souvent leader et puis les résultats ne sont pas là, hein. Ça fait quelques temps qu'on tente de le mettre en tant que leader. Et bon, ça fait depuis, je dirais, 3 ans hein, qu'on essaie, c'est la 3e année. Il a quand même 27 ans. Et pour le moment, il n'y a toujours pas eu de résultat. Et là, il perd 50 secondes. Et il perd plus de temps que Mollema. Il perd plus de temps que Juan Pedro Lopez. Ça veut dire qu'en termes de leadership, en termes de statut dans l'équipe, forcément, il va se retrouver loin. C'est vraiment pas idéal pour Ciccone. Et pour un mec qui n'est pas hyper en confiance, parce que bon, c'est le résultat depuis le début de saison, 21e du Tour de Catalogne, 10e de Tirreno, 8e du Tour de la Communauté de Valence. Donc c'est pas non plus hyper sensationnel. Surtout que sur le Tirreno, il n'a pas joué à fond le général. Enfin, c'était pas son objectif numéro 1. Et que c'était pas le Tirreno le plus dur que j'ai vu de ma vie. Et pourtant, j'en ai pas vu beaucoup dans ma vie. Donc, c'est pas très rassurant. Hein, en sachant qu'il doit doubler avec le Tour de France. Bon,
On verra quels sont les objectifs pour Ciccone, mais c'est pas un bon début de course. Et puis Miguel André Lopez. J'étais assez surpris chez Eurosport quand ils ont dit Miguel André Lopez, il fait plutôt un bon chrono. 42 secondes quand même aujourd'hui de perdu sur 9 km et demi. Alors si on compare à ce fameux chrono de 2019, par rapport à un Yates, il avait perdu 8 secondes par rapport à Yates. 9 secondes, pardon, par rapport à Yates. Il avait fini à 28. Il avait fini dans le même temps que Tom Dumoulin, cette année-là. Avec un contre-la-montre. Alors la pause était un petit peu plus longue, mais le chrono était plus court. C'était un chrono de 12 minutes. Là, c'était combien là, cette année ? Oui, 11,50. Donc, oui, 30 secondes près, c'est à peu près à 1 minute près, c'est quasiment le même temps. Et il avait été très bon, Miguel André Lopez. Donc quand on me dit, oh là là, Miguel André Lopez, il a fait un chrono qui est pas mal. Non, 42 secondes pour Miguel André Lopez, c'est pas une bonne journée. Et encore plus quand Nibali ne perd que 19 secondes. Donc il avait fini ce coup-là qu'à 5 secondes de Nibali, en passant. Donc non, c'est pas une bonne nouvelle pour le coureur colombien. La hiérarchie dans l'équipe, bon, c'est toujours pas qui est le leader, mais Nibali marque quand même des points là, foncièrement face à Lopez. On verra ce que ça va donner, mais c'est pas top pour le Colombien, et il est capable de faire beaucoup mieux sur les chronos. Donc j'étais assez surpris du côté d'Eurosport quand ils ont dit c'est plutôt pas mal ce que fait Miguel André Lopez. Moi je trouve que c'était pas exceptionnel. On va faire un petit point sur le classement général du côté des favoris. Donc c'est Yates qui s'en sort le mieux, il est à 11 secondes de Van Der Poel. Dumoulin est à 16 secondes de Van Der Poel. Mollema, qui a fait un bon chrono, est à 28 secondes. Bilbao à 29 avec Almeida. Nibali est à 30, Bardet est à 35, Carapaz est à 35 également. Landa est à 44, il a aussi pas fait un mauvais contre-la-montre. Genley à 45, c'est pas mal aussi également. Et puis Valverde est déjà à 52, Lopez à 53. Guillaume Martin à 1,04 et Félix Gall à 1,09. Et du côté des deux coureurs qui sont en difficulté, Fortunato est déjà à 2 minutes 07, ce qui commence à faire beaucoup. Terrada à 1,44 et Ivan Sosa à 1,34. Mais bon, comment vous dire que Fortunato, c'est quand même un très mauvais début de Giro pour le coureur italien. Donc, demain, étape numéro 3, ça c'est un sprint. Je vous poserai 2 questions, une à 21h, une à 7h30 du côté des sondages. Et puis, on gardera vos résultats demain. Et puis, demain, 7h30, présentation de l'étape, débrief à 21h, comme d'habitude, sur la chaîne. Aux alentours de 21h, parce que, Inch'Allah, la DSL. Allez, ciao sur la Mairie Production. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. À demain, 7h30. Allez, ciao.